bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mars et vous êtes avec moi jusqu'à 14 heures. On va recevoir différents invités aujourd'hui, notamment Monsieur Badi Fadoul qui est déjà sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Conseiller municipal de la ville de Pointe-à-Pitre. On parlera justement du redressement de la ville de Pointe-à-Pitre et de votre vision sur le sujet. Ensuite, on recevra donc Myriam Soulange ainsi que Marlène Myrtil qui nous parleront de leur pièce Tropique Képone, donc avec une tournée sur la Guadeloupe et notamment dès ce soir au Memorial Act. Il sera ensuite question avec Magali Marsin, la chroniqueuse ATL de Numérimag, du numérique et de l'environnement entre impact et solutions, et avec Gaston Samut, secrétaire de la communication à l'UPLG. Il sera question d'une manifestation qui aura lieu à Basse-Terre le 22 mars. Voilà pour nos invités. Au niveau des titres de l'actualité, on parlera du sous-préfet donc, qui est en charge de l'eau, nouveau sous-préfet qui est là pour épauler le SMG EAG, qui d'ailleurs se mobilise avec le personnel. Actuellement, une grève qui a cours depuis hier. Un nouveau préavis de grève a été lancé hier. Il est question de dysfonctionnement, de désorganisation des services. On viendra sur ce sujet aussi. En lien avec une réactivité des infirmiers libéraux qui ont fait une opération escargot aujourd'hui. Ils manifestent, ils sont en train d'être vus à la CGSS, notamment pour une hausse de leur acte de soins, une demande, une augmentation de leur tarif de déplacement. On reviendra sur ce sujet aussi et sur le Bokodo, donc la 32e édition qui a eu lieu à Sainte-Rose, en lien avec la fête du crabe qui aura lieu bientôt pour Pâques, puisque nous sommes à quelques jours de Pâques. Et pour terminer, on parlera aussi de la FSU qui se mobilise, donc voilà, en lien avec les personnes, les professionnels de l'enseignement qui alertent sur la pénurie des professeurs ainsi que sur la dévalorisation de leur métier. Donc ça, c'est pour l'actualité qui est assez revendicatrice, on va dire, aujourd'hui. Alors, on va déjà démarrer par ce sous-préfet, donc Théo Gall, qui a été nommé le 21 février comme sous-préfet chargé de l'eau et de l'assainissement. Il aura pour mission d'épauler la SMG EAG. On va voir qu'est-ce que ça va changer, quelles seront ses missions. On voit un reportage d'Olivier Félix. Ça va, je dirais, rien changer et changer beaucoup de choses pour le préfet. Ça va rien changer parce que les missions ne changent pas. Les missions de l'État en matière d'eau sont, avec les deux collectivités, la collectivité régionale et la collectivité départementale, d'épauler le SMG-EAG dans sa mission, notamment dans la conduite de ces opérations, puisque notamment sur le plan financier, on déploie un programme pluriannuel d'investissement. Il y a tout un programme d'investissement qui est déployé, financé un tiers, région, département et État. Donc, ça ne change rien aux missions de l'État, qui sont des missions d'expertise, qui sont des missions d'appui, qui sont des missions techniques, qu'exerce le préfet et l'ensemble de ses services. Ça fait simplement que, plutôt que ce soit le préfet qui passe peut-être plus de temps qu'il n'a à y consacrer, il soit épaulé dans ses différentes missions. Mais c'est vrai sur tous les domaines de l'action préfectorale. Le préfet sur le sujet économique est épaulé par un SGAR. Le préfet pendant le poste de SGAR a été vacant entre le mois de novembre et le mois de février. Bon, même s'il y avait Hervé Maillec qui était SGAR adjoint et qui a fait un super travail d'intérim, il s'est retrouvé que forcément le préfet avait beaucoup plus de travail et qu'il a dû effectivement descendre dans l'organisation et la maquette du contrat de convergence et transformation beaucoup plus qu'il l'aurait fait en temps normal en passant beaucoup de temps sur le sujet. Voilà, donc c'est une question d'organisation. C'est vraiment une question, c'est ça que je voudrais insister, ça ne change rien aux missions qui sont exercées actuellement. C'est vraiment une question d'organisation interne du travail à l'équipe préfectorale. Et notre objectif politique, c'est qu'on ait fin 2024 et en 2025 des premiers résultats tangibles. On sait très bien que les choses, on a 30 ans de situations souvent un peu compliquées à redresser. On sait que les résultats, on ne va pas les avoir immédiatement. Mais en tous les cas, il faut que maintenant, on se donne comme objectif d'avoir des premiers résultats. Et c'est le sens de quand on vous a fait le point en conférence de presse le 17 janvier, quand on le refera au 22 avril, c'est bien pour montrer les résultats qu'on commence à engranger dans ce domaine. Et ça, c'est très important, parce qu'effectivement, on ne peut pas se payer de mots. Il n'y a pas d'amour, vous le savez, il n'y a que des preuves d'amour. Donc c'est pareil, il n'y a pas de programme pluriannuel d'investissement, il n'y a que des preuves d'investissement avec des résultats concrets pour nos concitoyens.
Résultat à suivre. Et il est question encore de l'eau, mais du personnel de la SMG-EAG qui a déposé un préavis de grève depuis hier pour présenter les dysfonctionnements qui provoquent des désorganisations dans les services. Il demande une évolution de carrière, de l'harmonisation au niveau des mutuelles de santé. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Rien ne va plus au niveau du SMG-EAG. On a beaucoup de difficultés à avoir des réponses à nos différentes questions. Déjà, depuis un moment, on discute avec la direction et nous n'avons pas eu de retour concluant permettant d'avancer sur les différents thèmes et items qui existent au niveau du SMG-AG. Mais en général, dans une entreprise, dans une collectivité. Déjà, nous avons eu une nouvelle direction, cela fait déjà 15 mois. Et nous avons mis en place les instances du personnel. Nous avons mis en place également des commissions ad hoc pour pouvoir discuter sur différents thèmes, notamment pour harmoniser puisque, comme vous le savez, au niveau du SMG-EAG, il y a deux statuts qui cohabitent. Le statut privé et le statut public. Les dispositions légales sont différentes pour chacun d'entre eux. Mais sur certains points, notamment par exemple sur les mutuelles, nous avons la possibilité d'avancer sur un accord nous permettant d'harmoniser les niveaux de prise en charge des mutuelles. Bon, ça, pour le moment, nous n'avons pas encore eu d'avancée sur le sujet, puisque la direction, quelque part, botte en touche en nous disant que bon, il faut absolument faire un diagnostic, ça, alors que déjà, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en place et qu'on aurait pu avoir ce type de rapport. Libre à ceux qui sont des décideurs de nous recevoir et qu'on puisse commencer enfin à négocier, à discuter avec eux. Et on verra au fil de l'eau, c'est bien le cas de le dire, comment ça s'annonce. Voilà, donc affaire à suivre concernant le problème de l'eau qui reste encore très prégnant ici. On va pouvoir commencer donc notre interview avec Monsieur Badi Fadoul, donc chef d'entreprise, conseiller municipal de la ville de Pointe-à-Pitre, élu à la CCIG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer quelle serait votre vision concernant un redressement harmonieux de la ville de Pointe-à-Pitre? Mais déjà, effectivement, lorsqu'on a été élu, il y avait un déficit abyssal. Donc, il fallait s'atteler à ça. Mais au cours des années là qui sont passées, l'État a mis la main sur les comptes et nous a fait un bon cadeau parce qu'il en a effacé par des jets d'écriture plusieurs dizaines de millions. Ça, personne n'en parle. Mais ça existe. Mais de plus, au lieu de baisser le déficit, d'abaisser le déficit sur 4 ans, 5 ans, comme il le fait actuellement, à tour de bras, en vissant, etc., il aurait pu le faire sur 2 mandatures, sur 10 ans, 12 ans. Personne ne lui a demandé de l'abaisser en une seule mandature. Donc c'était trop rapide, en fait. Mais oui, ni la CRC, ni l'État. Il suffisait qu'il décide et qu'il fasse un plan avec des investissements structurels. Il aurait pu le faire sur 12 ans, 10 ans, 12 ans. Et permettre en même temps de garder un certain montant d'investissement pour effectivement améliorer le quotidien des habitants de Pointe-Noire. Donc en fait, le fait de réduire justement avec ces jeux d'écriture dont vous parlez, quelles conséquences ça a pu avoir sur les habitants concrètement? Mais non, de toute façon, ça n'a pas joué. Ça a joué juste qu'on a abaissé, il a terminé pratiquement l'année prochaine, on n'a plus de déficit. Mais on n'aura pas d'autant plus de quoi investir, puisque les charges de fonctionnement n'ont toujours pas baissé. Il augmente les impôts parce que c'est plus facile. Ça, c'est une méthode de lâche, alors qu'il est beaucoup plus obtenu, c'est-à-dire il aurait pu élargir l'assiette fiscale en faisant venir de nouveaux investisseurs. Ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne veut pas, puisqu'il suffisait de faire un rafistolage des trottoirs, des chaussées, et redonner une image un peu plus belle de Pointe-à-Pitre, que les gens peut-être reviendraient à Pointe-à-Pitre. Redonner le goût, de venir. Ensuite de ça, l'espace de... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Le domaine public, il est gratuit à Pointe-à-Pitre.
il ne fait rien pour faire rentrer des recettes. Mais il est venu sur le plateau dernièrement, justement, et il parlait de nouvelles d'entreprises qui allaient réinvestir sur la ville de Pointe-à-Pitre. Est-ce que pour vous, ce sera suffisant ou pas du tout? Il en connaît? Moi, je ne connais pas. Parce que il a parlé de la sécurité sociale qui allait... oui, ça c'est voilà la sécurité sociale, l'ancien bâtiment de Maccabi. C'est l'État qui a mis 4,5 millions. Ce n'est pas la ville. Ce n'est pas un dossier de Pointe-à-Pitre. C'est l'État qui a mis 4,5 millions pour refaire ce bâtiment qui était à l'abandon. Si l'État n'était pas là à payer des factures avec le quorum, et en plus du quorum, rien ne serait fait à Pointe-à-Pitre. Effectivement, l'État l'aide beaucoup. Le quorum, le dossier du quorum, il n'était pas capable de monter le dossier. C'est la préfecture qui a monté le dossier quorum pour lui. Parce qu'il fallait absolument que la ville se redresse, que l'État ne voulait pas laisser Pointe-à-Pitre continuer à dépérir, puisque c'est quand même une ville-centre, une ville d'accueil des croisiéristes. On va voir les croisiéristes, comment ils arrivent. Est-ce que c'est normal que des croisiéristes qui arrivent 3-4 fois par semaine ou 5 fois, qui arrivent sur une ville qui est sale? Donc, est-ce que vous pensez justement qu'il y a un effort qui devrait être fait et par rapport à le fait que vous mentionnez souvent que le maire décide seul, est-ce qu'il y a un problème de concertation, de communication? Il n'y a aucune concertation. Tous les dossiers que j'ai montés pour lui, à un moment donné, j'étais chargé du patrimoine. Tous les dossiers que j'ai montés pour lui, pour pouvoir se défaire et faire rentrer de l'argent. Il n'en a pas tenu compte. C'est sous son coude et il n'en tient pas compte. Il y a, par exemple, il y avait à un moment donné le roof du centre d'échange. J'ai amené un client un jour pour pouvoir louer ça. On peut le louer dans les 4 000 à 6 000 euros, puisque c'est un bel espace pour faire soit une boîte de nuit, soit un after-work, des trucs de ce style-là. Mais il y avait quelques fuites à la toiture. Les services techniques ont balayé ça. Le silo, on lui a amené une société qui pouvait faire les travaux d'étanchéité et changer certaines lumières, la lumière, et mettre des points lumineux pour le remettre en fonctionnement, qui n'aurait rien coûté à la ville, puisque il se payait en mettant des panneaux solaires sur la toiture. Il a balayé ça aussi. Donc là, actuellement, depuis qu'on est arrivé, le silo est fermé. D'accord. Donc du coup, en fait, manque de communication, manque d'échange, de concertation. Quelles seraient du coup les actions prioritaires qu'il faudra mettre en place pour redresser la ville, selon vous? Mais déjà s'occuper du centre-ville. C'est le centre névralgique de Pointe-à-Pitre. Donc il est actuellement omnibulé par son nouveau centre d'affaires du côté derrière la Renaissance, le côté Chambertin et de là. Il achète à tour de bras des terrains à 400, 500, 600 et 1000, jusqu'à 1400 euros du mètre carré, alors qu'il a vendu les 20 hectares avec tous les bâtiments qui vont à la SIG à 150 euros. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il fait le PF acheter à n'importe quel prix. Même si c'est la valeur du domaine, même si c'est n'importe quoi. Mais le nouveau quartier d'affaires, c'est le quartier d'affaires de sa directrice de cabinet. Là, il y a une aberration. Il n'y a aucun schéma d'entrée-sortie de la ville. Hein, vous ne vous rendez pas compte que si on fait un quartier d'affaires, si des gens doivent investir sur ce quartier, ben, attendez, à chaque pluie, vous avez 1 mètre d'eau. Ensuite, donc il y a un problème au niveau de la vision et de... De toute façon, il a sa vision, il est le seul peut-être à avoir sa vision. Mais je ne vois pas comment sa vision peut amener à un retour d'investisseurs sous Pointe-à-Pitre. Effectivement, il y a des gens qui viennent, qui achètent des appartements, etc., parce que c'est à vil prix. Donc, il vaut mieux habiter à Pointe-à-Pitre en ayant acheté un appartement de 100-150 mètres carrés à 100-150 000 euros, alors que peut-être la personne n'a pas les moyens d'acheter un appartement de cette grandeur ailleurs à ce prix. Donc, effectivement, il y a des rénovations qui se font sous la ville. Mais regardez, par exemple, les Galeries Nausières. C'est un investisseur. Bon, c'est un dossier qui était antérieur à
à sa mandature. J'ai bataillé énormément pour qu'il finalise. Pour ensuite le taxer de 54 000 € pour l'occupation du domaine, alors qu'il avait acté, prévisionné 20 000. C'est du racket, j'appelle ça. Pour un investisseur qui vient, qui va te faire quelque chose de beau à Pointe-à-Pitre, et tu le taxes de 54 000 rien que pour l'occupation du domaine. Donc là, vous avez démissionné de vos fonctions, en fait, pour toutes ces raisons, ou bien... Ah non, mais c'était toutes ces raisons. Il n'y avait aucune vision, aucun programme structurel. Malgré qu'il a voulu me retenir, en me promettant de me donner la présidence de la nouvelle SEM patrimoniale. Mais bon, moi, je ne mange pas de ce pain. Ce n'est pas pour ça que je vais rester. Si mes convictions, pour lesquelles je suis venu à la municipalité, je me faisais rabrouer par mes mandants. Les électeurs qui m'ont suivi me disaient « Qu'est-ce que tu nous as fait là ?» C'est pire, c'est pire qu'autant de bangou. Donc on nous avait promis, on avait donné un programme, on lui avait fait un programme économique. Qu'il n'a pas respecté du tout? Mais il n'a pas rien respecté. Est-ce qu'il pensait le respecter? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas un homme de parole. Quand on a été aux élections départementales, on devait normalement... on a soutenu un autre candidat que son candidat. Bon, c'est la démocratie. Bon, ensuite de ça, il nous a demandé de soutenir en deuxième tour son candidat parce qu'on était venu en troisième tour. On a accepté, mais j'ai accepté à condition qu'il n'y ait pas de représailles. Bon, il n'a pas tenu parole. Pour moi, M. Desrumelles n'a aucune parole. D'accord. Et du coup, maintenant que vous avez démissionné, comment vous pensez permettre à Pointe-à-Pitre de se redresser, en fait? Mais pour le moment, je suis seul dans l'opposition. Je n'ai pas rejoint aucun groupe. Donc, pour moi, actuellement, je prépare effectivement 2026. On verra si j'ai encore la force de le faire. Mais seulement, je ne vais pas laisser cette ville que j'aime énormément continuer à dépérir. Oui, parce que c'est vrai que souvent, Pointe-à-Pitre, on peut se sentir en insécurité, puisqu'il y a eu justement très peu de temps des coups de feu, ça apparaît. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai travail qui est fait pour rassurer la population? Non, c'était faux de dire que la ville est en insécurité totale. L'insécurité existe dans toute la Guadeloupe. Malheureusement pour nous, il y a trop d'armes qui circulent, etc. La sécurité dans la journée, elle y est, puisqu'il y a des patrouilles qui se font, que ce soit en voiture par la police nationale, soit à vélo. Elle est beaucoup plus sûre qu'avant, ça c'est sûr, ça, que l'État a mis les moyens pour mettre la ville en sécurité la journée. Malheureusement, le soir, et là, le fait pour Nassau, il n'y avait pas de lumière déjà dans cette rue. Et ensuite de ça, quand il n'y a pas... bon, de toute façon, on n'a pas de police municipale, donc on n'a pas de police municipale. Il y a 87, je crois, agents, mais bon, je ne sais pas où ils sont la journée. Donc, de toute façon... On ne les voit pas? On ne les voit pas. De toute façon, on ne les voit pas, sauf à donner peut-être quelques PV. Qui, normalement, les PV même sont illégaux. Sont illégaux. D'accord. Ces parcs-mètres ne sont pas aux normes. Il y en a 43 qui fonctionnent sur 92. Et sur les 43, il y en a plusieurs dizaines où on ne voit même pas le tableau d'affichage, où on voit le nom. Donc, ils sont pour moi inaptes. Donc, c'est une ineptie de donner des PV. De toute façon, ça, je veux le combattre sur ça. Quel serait votre message justement pour les habitants de Pointe-à-Pitre? Quelles seraient vos attentes vis-à-vis d'une gestion optimale pour sortir Pointe-à-Pitre de... Mais là, aujourd'hui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et on ne peut rien Donc faire. Vous attendez 2026 pour... Ah non, on est obligé d'attendre 2026, sauf s'il démissionne. Mais bon, là, vous savez, malheureusement, quand un homme arrive sur un siège comme celui de le maire, etc., ici, il accroche. Hein. Donc, il a là le pouvoir, etc. Donc, même si... De toute façon, il mène sa majorité comme il veut. Mais personne n'a droit à lui dire non. Hein. Alors, en fait, ça veut dire que... Est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent vraiment ou pas du tout? Ou il fonctionne? Il y en a quelques-uns qui sont des amis de longue date du maire. Donc, ils sont là, ce sont ses amis.
Il leur a donné quelques pouvoirs, mais la majeure partie de sa majorité, donc il en reste 22, donc sur peut-être 7-8 qui ont un minimum de pouvoir, les autres n'ont rien. Leur commission ne fonctionne pas, ils n'ont pas les moyens de les faire fonctionner de toute façon, ils ne demandent pas leur avis, et en conseil municipal, c'est tout le monde, c'est au garde à vous. Hein. Tout le monde vote sans protester, sans rien. Même en majorité, quand on était en conseil de majorité, la veille, il ne se pas compte. Un jour, voilà, pour les 1 400 €, on devait acheter 3 terrains sur la même zone, un petit triangle du côté de Dugommier. Il y en avait un 400 et quelques, l'autre 500 et quelques, et un à 1 400. J'ai fait la réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un petit triangle comme ça, 3 bâtiments en bois, 1 400. Il me dit, ouais, effectivement, il demande au service technique qu'est-ce qui est donné l'explication, il n'en avait pas. Et le lendemain, il a dit donc, on va retirer ça de l'ordre du jour. Le lendemain, c'est lui qui défendait le dossier de 1 400. Donc, il y a quelque chose qui va pas. D'accord, donc il y a un dysfonctionnement, en tout cas, selon vous, qui est notable, en fait, pour la gestion. La gestion, il y en a plus. La gestion, on pose des questions diverses, par exemple. On nous envoie l'ordre du jour, on a droit à des questions diverses si on les envoie suffisamment à temps. Mais les questions diverses ne sont pas traitées. Il ne répond pas à nos questions. L'autre jour, au dernier conseil, pas celui de hier, où je n'ai pas été, celui d'avant, début février, je crois que c'est le 8 février, il a répondu à une question diverse qui n'a pas la réponse. Il ne dit pas, il ne veut pas répondre. On pose une question 4-5 jours avant, tu devras demander à tes services de faire le nécessaire pour qu'ils puissent répondre. Mais il ne vous dit pas, je ne réponds pas, je n'ai pas la réponse. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, si vous étiez si compétent que ça. Et je peux même vous prouver quelque chose. Il se dit que c'est un homme de loi et qu'il connaît la loi. Or, demandez-lui, l'ancien SDIS qui est occupé par des squatteurs, est-ce qu'ils ont une autorisation? Moi, il m'a dit qu'il avait donné une autorisation verbale. Mais comment tu peux donner une autorisation verbale de quelque chose qui ne t'appartient pas? Ça appartient à la ville. Il n'y a que le conseil municipal, et même lui peut le faire, mais bon, après avis du conseil, ici, il ne peut pas. Comment un homme de loi peut dire « je donne une autorisation verbale » Ça existe? Ça n'existe pas. Et il se dit un homme de loi qui connaît la loi. Et ça, il nous le targue tout le temps. Donc, alors, ça veut dire que 2026, vous serez au front? Ah oui, ça c'est sûr. Même si j'y vais pas, mais je pense y aller. Je pense y aller parce que, je vous l'ai dit, je ne vais pas laisser ma ville. Je suis né à Pointe-à-Pitre. J'y ai vécu longtemps. C'est la ville qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et ça me fait mal de la voir dans cet état. Dépérir, ouais. J'avais énormément d'espoir. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Je n'ai commencé qu'en 2020 pour essayer de sortir la ville de ce trou, de cette descente en enfer. Or, elle continue, je ne sais même pas, je dis toujours, bon, on est arrivé au fond, et je ne vois pas le fond. C'est comme si c'est de la vase et que quand on descend, il y a un trou, c'est un... Bon, on va espérer en tout cas qu'elle va sortir de son enlisement. Ben, j'espère. Et en tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre vision et justement des efforts qu'il y a à faire pour améliorer le redressement de Pointe-à-Pitre. Je vous remercie énormément pour nous avoir reçus et pour m'avoir fait m'exprimer pour toute la population. Et je dis aux Pointois, il y a toujours de l'espoir quand il y a de vouloir. D'accord. Très bien, ben merci en tout cas. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Myriam Soulange et Marlène Myrtil pour nous parler de Tropique Képone, donc un spectacle qui aura lieu dès ce soir au Mémorial Acte. À tout à l'heure.
Alors on est de retour sur le plateau. Aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure Myriam Soulange et Marlène Myrtille. Ils vont nous parler de danse et d'un spectacle qui aura lieu dès ce soir. Donc Tropique de Képone, on revient tout à l'heure. Bonjour, vous êtes déjà sur le plateau. Bonjour. On revient sur ce sujet tout à l'heure. On va revenir sur l'actualité au niveau des infirmiers libéraux qui ont mené une opération escargot aujourd'hui. Depuis ce matin, ils étaient de différents points stratégiques comme Saint-François, Gourbert, Abîme pour se rendre à 10h au site de la CGSS. Ils réclament une augmentation des actes de soins, une augmentation des tarifs de déplacement. On voit un reportage de Max Morel. Aujourd'hui, on a souhaité faire une opération escargot pour être dans la même dynamique de ce qui se passe en métropole, qui a été initiée par le syndicat Convergence Infirmiers en métropole, une opération de sensibilisation de la population par rapport à nos problématiques de terrain. Nous allons partir de 4 points stratégiques. Là, ici, nous sommes à Sainte-Rose. Il y a aussi Anse-Bertrand, Saint-François et Gourbert. Et on va se rendre à la sécurité sociale pour y être à peu près à 10h. On espère être reçus et avoir ainsi des remontées de nos doléances au niveau de la CNAM. Aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui sont à domicile avec la problématique de l'hôpital et on a des prises en charge qui sont beaucoup plus lourdes. Par contre, on a des charges qui sont, que ce soit l'essence ou que ce soit l'URSSAF, la Carpinco, toutes les caisses, qui sont très très importantes et on n'arrive plus à faire face. Et parallèlement, on a une demande croissante de soins qui sont de plus en plus conséquents. Donc ça devient compliqué pour nous. Aujourd'hui, on se bat aussi beaucoup pour nos tarifs surtout. Nos tarifs qui sont plus en corrélation avec le prix des carburants, le prix des voitures, des assurances. Actuellement, on est payé 2,75 € pour venir à domicile. À 2,75 €, c'est le prix de 2 baguettes. En déplacement, oui. Donc un déplacement qui ne correspond pas du tout à la réalité. Le litre de carburant, il est à 1,76 €. On a les voitures, on a les assurances à payer. On a tout ça et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir 4 €, ce qui nous permettrait de déjà payer tout ça, plus avoir un peu d'indemnité pour le temps passé dans cette voiture, parce qu'on passe énormément de temps par jour. On a essayé auprès des instances, mais il y a des choses qui sont dans l'immobilisme et on a l'impression de ne pas être entendu. On a été les oubliés du Ségur après le Covid et ça continue, donc c'est compliqué. On a envie de sensibiliser la population de façon à ce que les gens comprennent qu'on n'en peut plus, qu'on est à bout. On a des collègues qui démissionnent, on a des collègues qui passent à l'acte, on a des gens en burn-out, c'est plus possible. L'objectif, c'est pas de bloquer les gens, c'est de sensibiliser les gens, mais on fait une opération escargot, on va partir tranquillement pour se rendre à la sécurité sociale. Voilà, on reviendra sûrement sur cette rencontre qui a eu lieu ce matin à 10h à la CGSS de la Guadeloupe. On va parler maintenant du crabe et bientôt ce sera la fête du crabe avec Pâques et notamment il y a une édition du Bokodo. Donc le Bokodo, c'est un concours culinaire qui est organisé dans le cadre de la fête du crabe qui va connaître justement son apogée le dimanche de Pâques à Morne-à-l'Eau et un concours était réalisé avec Babette de Rosière comme présidente du jury auprès d'apprentis de l'école hôtelière et de l'URMA. On voit un reportage de Michel Héraclide. Eh bien, écoutez, là, c'est le deuxième concours que nous avons organisé ici dans le cadre de la fête du crabe. Le concours là s'appelle le Bokodo. Et Jordan nous a fait un concours avec les apprentis. Donc, nous avons des apprentis de l'école hôtelière qui est là. Et puis nous avons les apprentis de l'URMA des Marais qui ont concouru aujourd'hui là. Donc, le concours là qui a démarré. Et puis nous avons en présidente du jury qui est Babette de Rosière, qui est là, que pas présenté encore. Et puis nous avons un grand chef aussi qui est sorti à Paris, qui fait partie de la gastronomie antillaise, de Outre-mer. Il se trouve aujourd'hui à le concours du Bokodo, ça m'intéresse. Et en plus, je suis la présidente du jury, j'ai du travail. J'ai déjà vu les jeunes qui sont très motivés et le concours va commencer. Seulement tout vient après que je vais goûter, j'aurai peut-être mon verdict à donner. Mais ça me fait infiniment plaisir d'être là. Il y a 12 participants qui sont sur le concours, comme j'ai bien dit tout à l'heure, sur le Bokodo, c'est-à-dire sur le crabe, qui doivent réaliser 3 verrines. Là, c'est sur l'univers de la verrine, en fait, et ils vont utiliser des produits locaux. On est vraiment sur
sur un héritage où on va promouvoir cet héritage culinaire, sur l'art culinaire des anciens. Alors là, je suis en train de faire la verrine à la menthe. Là, je suis en train de tailler les oignons pour faire... moi, j'appelle ça une petite salade espagnole. Donc, à base de tomates, d'oignons, d'herbes, d'assaisonnement de citron et voilà. Ah oui, toujours, c'est la clé. Là, je pense que là, on va devoir appuyer sur la fraîcheur et l'originalité. Ah oui, je suis venue pour repartir avec le trophée, très clairement. Repartir avec le trophée et j'espère que je repartirai avec parce que je vais me donner tous les moyens pour repartir avec, quoi. 5, 4, 3, 2, 1, on lève les mains s'il vous plaît. Les mains là-haut, ça on touche plus à rien s'il vous plaît. Les mains là-haut, bravo à vous. Super. On peut vous applaudir. Bravo. Cette histoire de transmission me tient à cœur. Les jeunes comme ça, quand je les vois en herbe, qui veulent faire ce métier de chef, je ne peux que les encourager parce que c'est un métier difficile. Il ne faut pas croire, hein, parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer comment c'est compliqué. Il y a des gens qui pensent qu'on met une table et deux chaises, ça y est, on est chef, on est restaurateur. Pas du tout. C'est un vrai métier. Et pour faire ce métier-là, il faut une vraie formation. Et ces élèves-là qui passent le concours, ça peut être le grand chef de demain. Voilà, donc ça y est, la fête du crabe bientôt et on va parler de crabe et de Pâques sous toutes ses formes et toutes ses coutures. On va parler maintenant de danse avec Marlène Myrtil, chorégraphe, et ainsi que Myriam Soulange qui est chorégraphe aussi. Ils vont nous parler de Tropique du Képone. Alors, ce titre déjà, c'est peut-être l'occasion de parler de... on parle d'écologie et justement de la pollution au chlordécone à travers la danse durant ce spectacle. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le titre déjà ? Déjà, vous l'avez très bien expliqué parce qu'en effet, le Képone, c'est le chlordécone. Et nous, en fait, avec Marlène, on s'est rencontrés en 2014. Et en 2014, on a déjà commencé un travail et donc une pièce chorégraphique qui s'appelle Principe de précaution sur le chlordécone, sur les pesticides. Et en fait, finalement, Tropique du Képone, c'est la continuité en fait de cette rencontre, de notre rencontre et d'une thématique autour du scandale du chlordécone. Alors là, donc la première rencontre, c'était en 2012, c'est ça ? 2014. 2014, d'accord. Et donc là, c'est une continuité de votre processus de création, en fait, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on a créé cette première pièce, Principe de précaution, et ensuite on s'est retrouvés avec Marlène, suite aussi à l'actualité en lien avec le scandale du chlordécone, le non-lieu, etc. On a eu envie de continuer à travailler sur ce sujet. Et on s'est dit que cette parole-là, c'était important de pouvoir la porter encore plus loin. C'est-à-dire passe essentiellement Guadeloupe, Martinique et Guyane, les dates qu'on avait pu faire sur Principe de précaution, mais d'aller encore plus loin. Et donc on s'est retrouvés pour travailler à nouveau sur cette thématique. Comment justement vous arrivez à traduire à travers la danse cette problématique qui touche tous ces territoires, comment on arrive à transformer ces concepts, ces problématiques dans la danse et véhiculer le message ? En fait, on a eu un temps de recherche assez important. Donc, contrairement aux créations qu'on peut faire habituellement, on a pu bénéficier d'une aide et d'un fonds avec Archipel EU pour réfléchir au sujet et vraiment chercher comment nos intentions peuvent effectivement être transcrites dans le corps. Et pour ça, on a été aidé par différentes personnes, dont Michael Roch, qui est un écrivain qui nous a conseillé énormément, en tout cas, sur la notion d'afrofuturisme et qui nous a permis de chercher en fait notre voix et notre écriture en ne nous limitant pas au corps. Donc on a abordé, c'est vrai, un sujet beaucoup plus philosophique. Après, lui, il travaille beaucoup aussi sur une vision futuriste de la Caraïbe. Donc ça nous a beaucoup aidé en fait à réfléchir, nous poser, imaginer différents processus. Et ça explique aussi qu'on a eu de nombreuses résidences et qu'au fur et à mesure, parce qu'on a été chargé de toutes ces matières,
comme aussi des archives et puis du collectage d'informations auprès des ouvriers agricoles empoisonnés de Martinique, par exemple. On a commencé à collecter tout ça et vraiment à être très honnête sur notre écriture, notre esthétique. Quelle va être notre esthétique et comment on va traduire ça avec toutes les informations qu'on a. Donc c'est vraiment l'intention qui a été mise en avant. Est-ce qu'on peut peut-être définir qu'est-ce que c'est l'afrofuturisme et comment ça se traduit justement dans la danse? Justement, alors ça c'est vraiment Michael Rock qui a été inspirant par rapport à ça. L'afrofuturisme, en fait, pour faire une définition vraiment très brève, il y a vraiment une projection vers un avenir victorieux, mais en étant conscient des mémoires, de l'histoire, sans avoir de déni finalement face à l'histoire de la diaspora. Et donc il insiste aussi beaucoup sur la question du corps cyborg, c'est-à-dire que vraiment de la modification des êtres, du numérique, etc. Donc on a aussi essayé de jouer vraiment sur cette ordre en fait, pour redonner cette dimension un peu de mutation, de transformation, de corps qui résiste, de corps qui n'est pas toujours en lutte, mais qui a finalement résisté et survécu. En fait, on pourrait imaginer ça 700 ans plus tard et se dire que voilà, on est toujours là, nous sommes des héroïnes. Donc ça parle de résilience aussi. Ça parle exactement. C'est aussi, j'imagine, c'est une question aussi. Vous avez intégré les archives dans le spectacle. C'est une façon de faire le pont justement entre le passé et le futur à travers la danse. Oui, tout à fait. En fait, on voulait vraiment être dans une direction juste. Et pour ça, il faut être très clairvoyant et regarder ce qui se passe chez nous, aller au plus près des gens, chercher les sources, les informations qu'on ne nous donne pas toujours, pour pouvoir justement se projeter. Et on n'en a pas fait l'économie, hein, on a même utilisé certaines archives dans la bande-son du spectacle. D'accord. Donc c'est quand même une fiction chorégraphique. Et quelle est la place justement de l'imaginaire et comment vous avez navigué un peu à travers ce qui est réel, ce qui ne l'est pas? Alors, la place de l'imaginaire est très forte, du coup, oui. Parce que forcément, c'est-à-dire comme c'est une projection en 2724, par exemple, et ça laisse, tout est possible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en fait, sur les premières étapes de travail, on a été accompagnés par des artistes aussi, des plasticiennes, et pour justement comment se projeter, comment imaginer quelque chose de nouveau, même en termes de costumes, en termes d'espace, en termes de couleurs de cet environnement dans lequel nous survivons. C'est pour ça que la question du bleu est hyper intense, hyper présente. Ce bleu. Ce bleu, est-ce que ce serait cette molécule, cette mutation et qui aurait laissé cette trace dans notre environnement? Et peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est aussi la question de la victoire, une forme de victoire qui aurait modifié toutes nos propres cellules, mais aussi notre environnement proche. Et donc voilà, il y a eu vraiment toute une construction comme ça de chercher à chaque fois, c'est des formes de mutation en fait. On est en permanence dans des espèces de transformations et dans l'écriture corporelle et aussi dans nos costumes et aussi dans nos prises de parole. Donc voilà, l'idée c'était de toujours créer du désordre, d'aller contre l'ordre, on pourrait dire normé, normatif, dominant. Et donc, à chaque fois, être dans cette bascule, dans cette riposte, dans cette... de détourner un petit peu les choses. D'accord. Donc, un vrai travail de fond, du coup, de préparation, j'entends, et de collecte d'informations, de collaboration aussi, apparemment, que vous avez autour de ce spectacle. Est-ce que du coup, c'est une façon de véhiculer un message particulier? Quel est ce message du coup que vous voulez transmettre à travers ce spectacle? Le message, il est très clair. Hein. On est, comme disait Myriam, sur l'idée d'une victoire. Donc, ça nous pousse, en tout cas, j'imagine en tant qu'auditeur, mais pour nous aussi en tant qu'acteurs, à voir les choses de façon positive, à imaginer justement que l'action, elle n'est pas seulement dans la rue, l'action, elle est globale, elle est aussi dans les consciences. L'action, elle est aussi dans notre désir de faire des scolaires et de sensibiliser aussi le jeune public. L'action, elle est d'imaginer aussi une diffusion à l'international de ce travail-là.
Donc, pour nous, en tant qu'artistes, c'est un engagement total. Et après, la pièce fera le reste. On verra. On va faire son travail. Donc, alors, plusieurs dates sont proposées, notamment ce soir, donc au Memorial Act. Et il y a des séances pour les scolaires aussi? Oui, il y a une séance au Centre culturel Sonis le 22 mars à 9h. D'accord, 9h et après tout public, donc 20h. Vous avez toutes les dates ici et Robert Loison aussi n'est pas oublié. Non. Est-ce que vous avez, du coup, alors vous avez parlé des perspectives d'avenir, de laisser un peu vivre la pièce. Est-ce que, du coup, vous pensez que ça va vraiment sensibiliser et inspirer le public à faire différemment en matière d'environnement, de prise de décision, peut-être de danse tout simplement? En tout cas, peut-être, moi j'ai l'impression que déjà, les gens évidemment sont concernés, c'est évident, il y a déjà des modifications, il y a déjà des changements, donc peut-être que ça peut donner encore plus d'élan, accélérer encore plus les choses, être encore plus conscient que c'est évidemment un état d'urgence, mais pas que pour nous, mais pour nos enfants, il me semble qu'on est déjà dans cette direction-là, et donc nous on l'appuie encore plus. Oui. Et puis on a la chance, par exemple, en ayant fait quelques résidences sur l'Hexagone, de se rendre compte que la sensibilisation a passé la mer et qu'aujourd'hui, on a affaire à des partenaires qui nous en parlent avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est très rassurant par rapport à une actualité où souvent on se sent loin, seul et pas écouté. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, même dans l'esprit des programmateurs culturels d'ailleurs. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est aussi le message avec l'art, de pouvoir diffuser un message autrement et d'être écouté, cette sensation que vous avez, c'est ça? Oui. Ok. Donc, les dates, alors ici, c'est 19, 22, 23 mars. Vous avez déjà fait 2 représentations en Martinique. Et donc, les prochaines dates après, c'est l'Hexagone, c'est ça? Oui. Oui, on a une belle tournée aussi en Hexagone, notamment à Sète, à Rennes, à Metz, pour des festivals. Donc, on est vraiment contente de pouvoir aller donner cette parole aussi ailleurs. Et ça, c'est vraiment chouette pour nous. Donc, en tout cas, une belle recherche, à la fois, on va dire, corporelle et thématique, on va dire, qui est quand même assez impactante pour nous, aux Antilles, on va dire Guadeloupe, Martinique. En tout cas, merci d'être venu pour parler de votre spectacle. On rappelle la première date, donc, qui est ce soir, 19 mars, au Memorial Act. Il reste des places? Mais oui, on vous attend. Un numéro de téléphone éventuellement. Alors, 47 11 33, je vois, c'est sur la deuxième affiche. Voilà, c'est une tournée du CEDAC. Et donc, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On va faire notre deuxième pause publicitaire et revenir ensemble pour parler avec Magali Marcin de numérique, mais et justement de l'impact sur l'environnement. On est dans la continuité du projet. Voilà. Et avec Monsieur Gaston Samut, on parlera des manifestations qui aura lieu le 22 mars à Basse-Terre. Voilà. Pour l'instant, on va faire notre pause. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons avec Magali Marcin, bonjour, parler de numérique et d'environnement entre impact et solutions, donc tout un programme. Et avec Monsieur Samuel Gaston, nous allons parler, donc secrétaire à l'UPLG, nous allons parler de cette manifestation qui aura lieu sur Basse-Terre, donc le 22 mars. Bonjour. Bonjour. On va revenir rapidement sur l'actualité, on va parler de la FSU qui fait un appel à la grève par rapport au service public, notamment sur la dévalorisation des métiers de l'enseignement. Ils alertent justement sur cette pénurie de professeurs qui aura lieu. On revient sur ce sujet ensemble. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales ont appelé à se mobiliser, à faire grève, tout simplement parce que les services publics sont en danger. Nous voyons bien que nous avons des coupes franches au niveau des budgets de tous les ministères, et particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un vrai problème de recrutement qui est lié tout simplement au fait qu'il y a une dévalorisation des métiers de l'enseignement. Nous sommes mal payés et surtout, pendant 10 ans, nous n'avons eu aucune revalorisation salariale sérieuse au regard de l'inflation que nous vivons.
l'état d'esprit des enseignants d'éducation physique et sportive, et qu'aujourd'hui, on est très revendicatif sur nos salaires. D'abord parce que pour le moment, on n'est pas encore une discipline où on a une pénurie d'enseignants, mais on sent que ça peut venir. Et nous, nos conditions de travail, elles sont liées à ce qu'on appelle nos salles de classe particulières, qui sont les gymnases, les stades, et qui sont dans toute la France, mais également particulièrement en Guadeloupe, en très mauvais état. Et donc, comme aujourd'hui, pour la plupart des élèves, le seul moment où ils vivent des séances d'éducation physique et d'activité sportive, c'est à l'école. Il faut qu'à l'école, ils vivent des séances qui leur plaisent et qui les motivent. Et pour cela, il faut qu'on ait des conditions de travail qui soient bien améliorées. Nous, on s'occupe de les jeunes en difficulté, la jeunesse délinquante. On est dans un décalage entre la situation, les moyens qu'il faut pour pouvoir traiter ce fléau du siècle. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe qu'effectivement il y a la délinquance juvénile, mais on n'a pas du tout en parallèle les moyens qu'il faut et une direction à l'écoute qui entend et qui fait face à la situation telle que je viens de la décrire. En Guadeloupe, c'est 52 postes qui vont fermer au niveau du premier degré et c'est 55 postes au niveau du second degré. Ça veut dire tout simplement que demain, nous aurons des classes surchargées, nous aurons l'incapacité de pouvoir prendre en charge notamment les enfants les plus en difficulté. Et donc, nos conditions de travail vont encore se dégrader et les conditions d'apprentissage surtout vont se dégrader et vont encore augmenter l'échec scolaire que nous connaissons dans notre département. On a parlé la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc ça aussi c'est un sujet. Il y a un corps de métier, notamment les agents administratifs, qui ne sont pas du tout reconnus pour la charge de travail qu'ils effectuent au quotidien. Et donc ça aussi, ce sont toutes ces raisons-là qui font qu'on a appelé la mobilisation. Voilà, donc affaire à suivre justement concernant cette pénurie de professeurs qui aura lieu incessamment sous peu pour la rentrée malheureusement. On va parler de numérique maintenant et d'environnement avec Magali Marcin. On va lancer le générique pour le Numérimag. Donc c'est Numéramag et pas Numérimag. Bonjour Magali. On va parler donc aujourd'hui impact du numérique sur l'environnement. Est-ce que justement pourquoi ce sujet est important? Alors tout d'abord, hier a eu lieu la journée mondiale du recyclage. Donc je me suis dit, Magali, écoute, pourquoi pas, parce que lorsqu'on parle de recyclage, on a tous nos appareils électroniques qui font partie des objets à recycler, notamment nos portables, ordinateurs, etc. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'entamer la thématique. On avait déjà ébruité quelque chose avec Danick pendant les anciennes chroniques. Je me suis dit, on y va, on se lance, histoire d'informer aussi les téléspectateurs de l'impact du numérique et de l'environnement. On parle beaucoup d'empreinte carbone déjà au niveau du numérique. Est-ce que justement, on pourrait juste revenir sur cette définition d'empreinte carbone? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. L'empreinte carbone, c'est la quantité de CO2 qu'émet un appareil, une voiture ou autre. Aujourd'hui, on a, juste pour vous donner une idée, pour bien comprendre les choses, le numérique n'est loin d'être en reste. Alors, dans la chronique où on disait comment fonctionne Internet, on s'est rendu compte que le numérique, c'est du matériel. C'est du matériel, ce n'est pas dans les nuages. D'accord? Donc le numérique consomme autant que l'aérien civil. D'accord. Donc on est à 4%, c'est-à-dire que c'est comme si effectivement le numérique, Internet, tout ce qui concerne le numérique avait une flotte aérienne à elle toute seule. Incroyable. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'un avion. Est-ce que les téléspectateurs s'en rendent compte? Si on doit mettre tout ce que consomme le numérique, c'est la même chose que toutes les compagnies aériennes mondiales. Wow. Donc ça veut dire que c'est tous les clouds, les centres data on a l'impression que c'est un peu dans l'air. En fait, c'est vraiment très physique. En fait. Le cloud, et ça égale effectivement nuage, mais c'est physique. Ce sont des immeubles avec des machines qui tournent H24. Quand vous voulez aller sur un site internet, vous appuyez, vous cliquez, vous allez dans un immeuble quelque part dans le monde, dans un bâtiment quelque part dans le monde avec un appareil connecté.
Aujourd'hui, effectivement, le cloud émet environ les clouds et les espaces de stockage, des data centers. Data centers, ce sont des espaces de stockage, data, données, center, font en sorte qu'ils émettent environ 10% de la consommation électrique nationale, ce qui équivaut à 7 millions de Français connectés. Wow. Avec chez eux, avec l'électricité, la consommation électrique de 7 millions de Français. Donc c'est en fait comme si un Français avait un data center pour animal de compagnie. Ah, c'est sympa comme image. C'est pour un peu imaginer les choses. En gros, c'est comme si 7 millions de Français avaient un data center en tant qu'animal de compagnie. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu... L'image est assez parlante, oui. Exactement. Alors, donc, on parle de nos appareils numériques et des pratiques au quotidien. Donc, ça impacte vraiment sur l'environnement. Ça impacte sur l'environnement. Alors là, il faut vraiment se mettre ça à l'esprit. Aujourd'hui, selon une étude de 2019 publiée par le Journal of Cleaner Production, révèle que la production et l'utilisation de smartphones représentent environ 10% de l'empreinte énergétique du secteur de la technologie, de l'information et de la communication. Charger son téléphone, laisser son PC en veille, ça a un coût non négligeable en matière d'énergie. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de laisser le PC en veille. Mais à la fin, de toute façon, de cette chronique, on va partager les bonnes pratiques en fait, pour un numérique éco-responsable. Alors, d'autres pratiques courantes, par exemple, comme l'envoi du mail, ont un impact non négligeable. On va dire un mail avec une pièce de 1 MO correspond à une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc, il ne faut pas envoyer de pièces jointes. Je n'ai pas dit ça. Comment on fait? Je n'ai pas dit ça. Mais en fait, il vaut mieux partager un lien. Mettre sa pièce jointe dans un cloud, surtout si vous l'envoyez à plusieurs personnes. Mettre la pièce jointe dans un cloud. Ou si c'est juste une pièce à consulter, tout simplement. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de sortir et de l'imprimer, ce que je ne conseille pas, puisque si effectivement c'est une pièce jointe, consultez-la en ligne, évitez d'imprimer, de 1. Envoyer un lien, c'est la même chose. Puisque quand on envoie une pièce jointe et qu'on la renvoie, c'est comme si en fait, si on avait une bibliothèque, au lieu d'aller à la bibliothèque, eh ben, on fait une copie du livre à chaque fois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc la copie du livre à chaque fois n'est pas efficace. Vaut mieux donner l'adresse de la bibliothèque pour que la personne aille chercher le livre qui existe déjà. D'accord. Donc faire un lien pour une pièce jointe est beaucoup plus efficace. Et donc, alors, du coup, j'ai entendu dire qu'il fallait aussi se méfier du copier, répondre à tous. C'est ça. C'est la même chose? Alors, la question qu'il faut se demander lorsqu'on fait répondre à tous, parce que je vous ai dit qu'un email avec une pièce de 1 MO, c'est comme si c'était une ampoule allumée. Là, ça fait plein d'ampoules allumées. Le répondre à tous, c'est de se demander... Est-ce bien nécessaire que je réponde à tout le monde ou juste à la personne qui m'a envoyé l'information? Un exemple, lorsque vous avez un merci à donner dans un mail, déjà un merci n'est pas forcément obligatoire lorsque quelqu'un vous envoie un email ou un bien reçu, puisque aujourd'hui c'est très très rare qu'on ne reçoive pas un email. Les choses sont déjà assez fiables pour bien montrer que les mails sont reçus. Mais lorsque vous avez plusieurs destinataires, répondre bien reçu à tous, merci à tous, c'est totalement inefficace et inutile. Répondez juste à la personne ou vous n'êtes même pas obligé de lui répondre. Vous traitez l'email et vous faites en sorte si c'est un email professionnel, de faire votre travail. Mais le bien répondre à tous, le merci, le noter, c'est noter à tous, c'est une catastrophe écologique. Donc, en plus, c'est une perte de temps, mais en plus, c'est une catastrophe écologique. Oui, parce qu'en plus, vous mobilisez la personne. Elle va avoir une notification juste pour c'est noté. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends bien. Alors, on parle aussi de déchets électroniques qui sont un problème majeur. Quelles seraient les bonnes pratiques pour améliorer justement ça? Alors justement, les déchets électroniques ou encore e-waste, il y a de nouvelles pratiques qui sont mises en place. La loi REN, R-E-E-N, qui justement s'occupe, qui oblige, qui a été votée en 2021, si je ne me trompe pas, sauf si je me trompe, désolé, certains téléspectateurs, je n'ai pas vérifié la date, qui oblige effectivement à recycler ces ordinateurs. Aujourd'hui, on a une association
qui s'appelle l'ACDIL, qui est agréé justement pour faire le recyclage des ordinateurs pour les collectivités comme pour les particuliers. Alors cette association, comment est-ce que ça se passe? Théoriquement, vous la contactez, vous voyez les coordonnées apparaissent au niveau du téléviseur, vous la contactez ou vous allez sur le site internet acdil.fr et les responsables de cette association vont vous demander ok, qu'est-ce que vous avez à donner, puisque c'est un don qu'on fait à l'association. Et l'avantage, c'est qu'ils ont, comme je vous disais, ils sont agréés, donc habilités à remettre le matériel en état neuf, fonctionnel, et ensuite soit le revendre, soit le donner à des associations ou à des particuliers à moindre coût. Donc j'encourage les collectivités, les entreprises et les particuliers aussi qui ont des appareils qui sont chez eux depuis un moment et qui ne veulent pas le jeter ou qui se disent bon, un jour je vais le réparer. Donnez-le à l'ACDIL. Donnez-le à l'ACDIL et l'ACDIL fera le nécessaire et le donnera à quelqu'un qui en a vraiment besoin puisqu'il est là et vous ne l'utilisez pas. Le donnera à quelqu'un ou le vendra à moindre coût et c'est très intéressant puisque dans la mesure où plusieurs écrans, acheter un ordinateur, on a généralement un ordi plus un écran lorsqu'on achète. Finalement, vous vous retrouvez avec 3 écrans et vous n'avez pas 3 écrans à regarder, vous ne pouvez regarder qu'un seul écran à la fois. Allez-y, appelez l'ACDIL et donnez-le. D'accord, donc ça fait partie justement des pratiques, on va dire, innovantes et vertes pour améliorer l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y en a plein d'autres. Il y a des gestes éco-responsables. Moi, j'ai déjà une dizaine de gestes au moins à vous donner. Si on peut partager. Alors, si on peut les afficher à l'écran, pour moi, cette dizaine de gestes, c'est une liste non exhaustive, hein, je tiens à le dire, puisque c'est une liste, il y a plein d'autres. Alors, par exemple, trier, effacer ces emails non indispensables, ça, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vos boîtes mails sont pleines de bien reçus, de c'est noté. Oui, mais il y a des mails qui sont importants. Il y en a qui sont importants. J'ai dit non indispensables. Non indispensables. Oui. Ou alors non important, si vous voulez, je mets non important. Se désabonner aux newsletters que vous ne lisez pas. Alors, quand je parle de newsletter, je parle si vous allez sur n'importe quel site, vous enregistrez votre adresse email. Et à ce moment-là, tous les jours, l'entreprise en question vous envoie des newsletters que vous ne lisez jamais. Au lieu de la laisser arriver dans votre email pour ensuite la supprimer avec une boîte de corbeille que vous ne videz jamais, désabonnez-vous tout simplement de la newsletter. Il y a de toute façon, quand vous ouvrez la newsletter, il y aura un lien qui vous dira se désabonner. Désabonnez-vous de la newsletter. Fermez les onglets inactifs lorsque vous naviguez et que vous n'êtes plus sur le site. Achetez reconditionné. Donc, vous le voyez souvent dans les magasins de téléphonie aujourd'hui. Il y a le téléphone neuf à un prix abordable ou pas, ça dépend de la personne. Et en parallèle, il y a des téléphones qui sont reconditionnés, qui fonctionnent tout autant, qui ont une garantie moins longue, mais en tout cas qui a une garantie d'au moins 1 an. Qu'est-ce que ça coûte? C'est quelqu'un qui voulait peut-être un appareil plus performant. Faites recycler vos appareils inutilisés, donc tous vos ordinateurs ou vos 6 téléphones, anciens téléphones qui sont dans une armoire en train de vous regarder, donnez-les. Baissez la qualité de vidéo. Alors ça, c'est particulier. C'est-à-dire, lorsque vous regardez sur votre téléphone une vidéo, au lieu de la regarder en 4K Ultra HD, regardez-la en HD ou en 780, ça ne changera rien dans la vision. Évitez les pièces jointes. Comme je vous ai dit, privilégiez un lien pour les personnes qui veulent télécharger ou pas ou regarder en ligne les mails. Se connecter en Wi-Fi, puisque le Wi-Fi mange moins de données que la 4G. La 4G appelle des antennes, etc. C'est pas du tout la même technologie, même si c'est la même finalité. Éteindre et débrancher vos appareils. Ne pas laisser un PC en veille. Éteignez-le et débranchez-le, puisque ça consomme aussi, même si c'est très peu, ça consomme aussi de l'énergie, même en étant éteint. Et surtout, si vous avez l'adresse d'un site en tête, comme canal10.com par exemple, ne la tapez pas dans Google, parce que Google va vous faire une requête, va vous faire une demande supplémentaire. Tapez-le directement dans la barre de recherche, www.canal10.com, parce que, messieurs, dames, aussi, une recherche Google, c'est une requête. C'est de la consommation d'énergie, c'est de la pollution supplémentaire pour aller vers le serveur de Canal 10 pour que Google cherche partout. Allez sur le serveur de Canal 10 pour que vous cliquez sur le lien de Canal 10. Si vous avez le lien www.canal10.com, je vous donne une adresse non officielle. Tapez dans la barre de tâches www. Et si c'est une adresse dans laquelle vous allez souvent, elle apparaîtra en automatique.
D'accord. Donc, ces petites pratiques, est-ce qu'il y a des applications justement qui permettent d'avoir des astuces un peu plus écologiques? Effectivement, on a oublié l'application. Donc, il y a une application qui s'appelle Eco Waste. En fait, il y a une application qui vous donne, j'ai mis la vidéo, voilà. Astuces écolo, coach durable. C'est une application qui vous aide tous les jours pour des petits gestes. Alors, on ne parle pas forcément de numérique. On parle de tous les gestes éco-responsables, mais dans ces gestes, il y a effectivement des actions sur votre vidéo, le visionnage de vidéos. Ça, c'est écologique d'aller sur une application? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du négatif dans le numérique. Et c'est vrai que cette partie-là qui vous donne, qui vous éduque, entre guillemets, à avoir des gestes éco-responsables, ça va compenser effectivement la pollution que vous auriez fait sans cette application. Par exemple, le tri des déchets, le recyclage, les gestes éco, c'est-à-dire ne pas juste laisser une télé en veille ni un ordinateur, mais l'éteindre et la débrancher. Voilà. Et puis c'est écolo, mais c'est aussi bien, puisque s'il y a des variations d'électricité, ça évite que votre appareil soit endommagé. D'accord. C'est important. Donc, en tout cas, merci pour tout cet éclairage. Et c'est vrai qu'il y a plein de pistes intéressantes à pouvoir exploiter, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans l'environnement. Ce sont des petits gestes. Faites comme le colibri, faites vos petits gestes. Et en vous disant, en tout cas, moi, je fais ma part. Je fais ma part et j'espère, j'invite mon enfant à faire ma part, j'invite ma nièce à faire ma part, j'invite mon père à faire sa part. Et du coup, ça fait un geste mutuel, on dira. C'est exactement, c'est Graine d'Iri qui a fait ça, ça fait en sorte que tout le monde, que la planète soit préservée. Voilà. Merci beaucoup Magali, et puis à très bientôt pour une prochaine chronique. On va parler maintenant avec Monsieur Samut, donc responsable de l'UPLG des émeutes de 1967 à Basse-Terre de mars, et justement du rassemblement patriotique qui aura lieu ce 22 mars sur Basse-Terre. Bonjour. Bonjour. Effectivement, cette année, les organisations politiques patriotiques, l'ANG, l'UPLG, le CIPN, le PCG, le MIR, le CIPA et KSG ont décidé de faire une petite manifestation pour faire raviver la mémoire de ce qui s'est passé en mars 67 à Basse-Terre. Nous avons tous actuellement des infos sur ce qui s'est passé à Pointe-à-Pitre, mais nous passons au qui a été passé à Basse-Terre, et il y a des mémoires, on a oublié, on a risqué demain de revivre ça ou de vivre dans le passé. Alors avant d'y aller un petit peu, j'ai envie de faire un clin d'œil à la famille de Guy Longa. Aujourd'hui, on enterre Guy Longa. C'est un patriote guadeloupéen, ancien professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, professeur d'économie, qui a beaucoup œuvré pour la jeunesse guadeloupéenne. C'est un membre de l'UPLG. On l'enterre aujourd'hui, 19 mars. Toutes mes condoléances à sa famille. Et 19 mars, c'est 19 mars 1946. C'était la loi d'assimilation. Aujourd'hui, ça fait si c'est 68 ans, 78 ans, je n'ai pas compté, que la Guadeloupe est devenue département français. Et actuellement, c'est le débat en Guadeloupe sur la question de l'assimilation, sur la question de ce qu'on fait du pays. Donc, peut-être que Guy Longa fait un pied de nez à l'assimilation. Il s'est battu toute sa vie contre ça. Bon. Donc, alors, Basse-Terre. Basse-Terre, est-ce qu'on peut revenir justement sur les événements? Donc, 3 jours d'émeutes sur Basse-Terre. 3 jours d'émeutes, 3 jours, peuple Guadeloupe, monde Basse-Terre, levé, colère, mauvais, pas d'avoir un raciste notoire de Basse-Terre, que tout le monde te connaît. Un dénommé Sonsky, qui était un commerçant, qui était un magasin de chaussures à Basse-Terre. Il fait un geste raciste et épouvantable contre un cloueur de chaussures qui était qu'à clouer soulier devant portail. Et nous a cloué à soulier là, c'était Balzin. C'était un bouc handicapé. Et Sonsky qui a monté à connaître à Basse-Terre en Guadeloupe parce que c'est on a l'UNR à l'époque, mais c'est un colonialiste, quoi. Et il voyait un chien berger allemand tétiné à 6 Balzins
Donc, Balzin était habité cloué soulier devant le magasin là. Mais Balzin était toujours ni problème avec était besoin Balzin parti tout le temps était embêté Balzin. C'est pour ça il voyait chien là en l'air. Et jour là ça il dit chien là aïe beau Balzin. Il voyait chien là ici Balzin et un chien berger allemand son chien dangereux. Donc c'est de ça qu'est parti le problème de Basse-Terre. Les Basse-Terriens ont eu la nouvelle et comme un feu de paille, la population s'est révoltée et est venue tout de suite régler son compte à Senski. Naturellement, on a pu le sauver, s'échapper avec lui par derrière et le faire rapidement disparaître de la Guadeloupe. Le Senski en question. Le Senski en question. Le magasin a été complètement pillé, brûlé. Sa voiture aussi a été jetée dans la mer. Et puis pendant plusieurs jours, la colère a grondé dans Basse-Terre. La police, la gendarmerie, l'armée essayaient de calmer la colère des Guadeloupéens et il a fallu 3 jours pour que ça cesse. Pour que ça se calme. Et justement, en quoi cet événement-là a participé à l'histoire, à la suite de ce qui s'est passé en mai 67? Alors, naturellement, en 1967, il y a une organisation qui a créé le GONG en Guadeloupe. Et le GONG, c'est des jeunes, ils ont envie que le pays là, ça sorti en bas griffe à la France et laisse ça péter, ils ont débarqué aussi à Basse-Terre pour ils dire qu'ils n'ont pas d'accord que ça a fait. Nous avons des amis qui m'ont pas bien longtemps. Jour là, ça a été le 21. Il était à Basse-Terre, il était à la préfecture. Il ne était qu'à vivre en Guadeloupe, il était qu'à vivre en France. Mais comme papa était malade, il était venu chez papa pour te mener en France soigner. Et monsieur était dans la préfecture là, et il vit ça de loin. Et il a dit que Jean, en dit dans la préfecture là, il a demandé, c'est mon académie, mais qu'après faire la carte pour voyer ces gens là, foutez ces mon ça à terre, etc. Donc c'était un peu ça, c'était la crise de l'incompréhension complète en tout cas. Et naturellement, il y a eu des arrestations, de nombreuses arrestations. Plusieurs Guadeloupéens ont été arrêtés et emprisonnés. Arrêtés parce qu'ils manifestaient, arrêtés parce qu'il y a eu des échauffourées, etc. Des emprisonnements qui ont été, des peines d'emprisonnement qui ont été sévères, qui ont provoqué des grèves de la faim, des choses comme ça. Donc, depuis mars 67, il y avait une forme d'ébullition. Donc, la colère grondait dans le pays. Et mars, on ne peut pas comprendre mai 67 sans savoir qu'il y a eu mars 67. Est-ce que vous pensez justement que les jeunes actuellement, la population connaît cette histoire-là? Parce que j'ai la sensation que ça se perd en fait, ou en tout cas il y a une partie de la population qui le sait, mais il y en a une grande majorité. C'est la raison de notre manifestation. On veut que la population sache qu'il y a eu mars 67. Comme on fait tout notre possible pour que les gens sachent aussi ce qu'était mai 67. Et c'est important parce que mars 67, c'est qui? C'est la jeunesse. La jeunesse guadeloupéenne qui se révolte. Et pour nous, souvent, c'est la force du pays. On dit toujours que c'est la jeunesse, mais là aussi, c'est la force du pays pour tout. Pour les moments de colère aussi. Pour travailler, pour faire élever le pays, mais pour les moments de colère aussi. Donc, cette jeunesse-là a été sévèrement punie en mars 67. Le 1er mai 67, il y a eu une manifestation à Cap-Esther. Et on a là aussi, le GONG fait une petite manifestation à Cap-Esther de 200 jeunes. L'armée essaye de les attraper le 1er mai. Mais ils font leur manifestation, ils font ce qu'ils avaient à faire. Ils interviennent pour dire ce qu'ils avaient à dire dans une autre manifestation. La police vient pour essayer de les prendre, ils se dispersent, ils disparaissent. Donc là, le rendez-vous, c'est le 22 ?
Le rendez-vous, c'est le 22, vendredi 22 à 19h. Donc, voilà. C'était le soir. Nous sommes devant magasin là, le fameux magasin sans pareil, il n'y a pas de nom là, ça encore. Nous sommes devant le magasin là et nous sommes chanter, nous sommes dit poésie, nous sommes cogner tambour et nous sommes prendre la parole, qui y a des témoignages aussi à des gens qui viennent, puisqu'il y a des gens qui vivent ça en chair à eux, qui vivent ça parce qu'ils mettent la joie, il y a des gens qui vivent ça parce que ils prennent un coup devant à gendarme, mais il y a des gens qui vivent ça parce que tu es en zone là, tu es en région Bastille. Donc c'est un peu pour commémorer et faire en sorte que la mémoire ne s'efface pas. C'est très important. Ok, donc rendez-vous est pris vendredi 19h, Cournolivos, Basse-Terre. Soyez nombreux pour revenir sur cette période de l'histoire qui est importante pour nous, Guadeloupéens. Voilà, c'est très très important. Il ne faut pas nous apprendre à cultiver l'histoire, quand nous cultiver le pays là, quand nous cultiver les gestes, les bons gestes. Vous voyez pour la mettre, moi je dis là. Volontaire, on va pas de ça, nous de Cavouren. Nous connecter. Ok, ben merci en tout cas pour votre passage sur cette émission. On va conclure l'émission justement avec le focus. Est-ce qu'on a le temps? Ben justement, ça parle de cet événement dont on vient de parler. Donc, du 20 mars au 22 mars de 1967, la ville de Basse-Terre a connu 3 jours d'émeutes. Un commerçant d'origine tchèque, donc Sansri, interdit à un Guadeloupéen, Raphaël Balzin, dit Tertian, cordonnier ambulant, de s'installer devant son magasin de chaussures, le Sans Pareil, lâchant son chien berger allemand dont on parlait justement. Et donc, Balzin a été renversé, mordu et secouru par des passants. Sanscrit continue à narguer, à invectiver la population. On voit les jeunes du bas du bourg affronter les CRS, le peuple se déchaîne, la colère gronde dans les rues. Le magasin donc est pillé, incendié. Les affrontements vont se poursuivre toute la nuit du 21. Ce n'est que le 22 que les choses se tassent avec l'appel au calme de Gerty Archimède. Donc le 23 mars 1967, une bombe explose à Pointe-à-Pitre, pulvérisant le magasin du frère de Sanscrit. Le bilan de ces manifestations à la suite d'un acte raciste s'élève à une 50aine de blessés quand même. Donc voilà, ça fait le lien avec ce dont on vient de dire. Je crois qu'il y a un parole à pays là pour en pépa. Donc, en pépa quoi ça, on ne peut pas le croire, c'est vrai, mais c'est arrivé pour de vrai cet événement dont on parle et ce sera l'occasion d'en reparler donc ce 22 mars. Voilà pour aujourd'hui. On a reçu donc Monsieur Badi Fadoul qui nous a parlé du redressement de Pointe-à-Pitre et de sa vision justement de la gestion de la ville. Avec Myriam Soulange et Marlène Myrtil, on a parlé du Tropique de Képon, donc ce spectacle qui démarre ce mardi au Memorial Act avec différentes dates proposées et aussi une tournée pour les scolaires. Avec Magali Marsan, on a parlé du numérique et de l'environnement, donc entre impact et solutions. Vous avez les 10 gestes éco-responsables, on va dire. Éco-gestes numériques. Éco-gestes numériques, voilà, pour justement travailler à une meilleure prise en compte de l'environnement dans nos pratiques quotidiennes. Et avec Monsieur Samut, on a parlé de la manifestation qui aura lieu le 22, donc ce vendredi à 7h, Cournolivos à Basse-Terre. Voilà pour nos invités au niveau des infos. Non. Voilà, bon, on va revenir sur l'information, beaucoup de problématiques liées à l'eau, aux infirmiers libéraux, aux professeurs qui manquent. Voilà, on reviendra sur tous ces sujets ensemble. C'est l'heure de se quitter, il est 14h59, 13h59, on reviendra ensemble demain pour une nouvelle émission du ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. À la réalisation, c'était Jordan. Merci.